Cette semaine, à Vidéo Terreur, l'horreur LGBT. Bonjour et bienvenue à Vidéo Terreur. Aujourd'hui, on va traiter des films d'horreur LGBT. Et avec moi, comme à chaque semaine, on a M. Jimmy Francaire, notre spécialiste en résidence de l'horreur. Bonjour Jimmy. Salut Pierre, ça va? Oui, ça va bien toi? En forme? Film d'horreur LGBT, je pense qu'il faut revenir dans le passé pour expliquer parce que aujourd'hui, c'est assez normalisé, mais je pense qu'à une certaine époque, c'était plutôt tabou, fait que ça rentrait peut-être dans les tabous des films d'horreur. Ouais, ben en fait, tu sais, l'angle que j'ai choisi de prendre un peu pour en parler, c'est de remonter, je dirais, comme au début, là, je dirais, un peu avec les restrictions, en fait. Tu sais, je vais te lire quelque chose que je t'avais déjà lu à un moment donné là, dans l'épisode, c'est le Hollywood Production Code là, qui a été effectif des années 1934 à 54. Fait qu'on a un 20 ans. Là. Puis, en fait, la règle dit quoi? C'est qu'aucun film ne sera produit qui porterait atteinte aux valeurs morales des spectateurs. La sympathie du spectateur ne doit jamais être rejetée du côté du crime, des méfaits, du mal ou du péché. Seuls des standards corrects de vie soumis aux exigences du drame et du divertissement seront présentés. Puis on a des choses aussi qui sont, comme dit explicitement, comme entre autres, l'homosexualité, c'est interdit. Fait que tu sais, j'ai pas la prétention là, de pouvoir identifier toutes les nuances. Fait que on va parler un peu de sexualité alternative au sens où à partir du moment où on dérogeait du modèle, je dirais, hétérosexuel, ben là, je dirais, tout ce qui n'est pas ça devient un peu comme un interdit. Puis, l'angle qui est intéressant avec ça, en fait, c'est de voir comment, malgré ces restrictions-là, on a réussi à passer des sous-textes ou, appelons ça des clins d'œil. Puis moi, c'est cette période-là que je trouve intéressante, là, où on réussit comme... C'est presque un peu des clins d'œil subversifs. Là. Il y a quelque chose qu'on essaie de passer malgré tout. Fait que je me suis plus attardé un peu à ça, là, disons, des années 30 là, jusqu'aux années 80. Là. OK. Puis, comment on peut cibler... Comment tu as réussi à cibler ça? Comment on réussissait justement à faire passer ces scènes-là pour justement pas froisser le code? Ça me fait rire, ça, le code. Oui, ben c'est ça. Puis, tu sais, en fait, il y a comme deux choses. Tu sais, j'ai fait aussi des recherches là, pour essayer de mieux comprendre ce sujet-là. Puis, il y a comme deux tangentes. Là. Je dirais, il y a la version... Tu sais, on peut regarder les films à travers, je dirais, une lunette un peu symbolique où je te dirais où je suis un peu moins d'accord, ou à peu près dès qu'on a un héros, si on va prendre Frankenstein, tu sais, qui est un personnage là, qui est incompris, rejeté, ben on peut y voir une allégorie sur, appelons ça la sexualité alternative. C'est un angle, mais ce que je reproche souvent quand on fait des lectures symboliques, c'est qu'on finit par voir ce qu'on veut voir. Là, fait que je me suis plus penché sur les éléments où, je dirais, soit historiquement, il y avait quelque chose qui était pour la première fois vu à l'écran, ou que parce que, par exemple, le réalisateur était, mettons, franchement homosexuel, puis on voit qu'on soupçonne en fait qu'il a orienté peut-être certaines scènes ou certains dialogues pour essayer quand même, je dirais, de s'affirmer à quelque part à travers là-dedans. Fait que c'est un peu comme ça que Fait que le côté symbolique, je dirais, je m'en suis pas vraiment préoccupé parce que, comme je dis, on pourrait mettre à peu près n'importe quoi au final là-dedans. Ouais, puis ça serait compliqué, par exemple, de retrouver ou d'interroger les gens qui ont fait ça pour savoir leur intention réelle en lien avec l'époque. Là. La plupart sont décédés, j'imagine. Tout à fait. OK. Ben, on commence par quoi? Ben, en fait, on va y aller avec James Whale, là, qui est un réalisateur pour la Universal. Là. James Whale, on le connaît habituellement là, pour The Bride of Frankenstein. OK. Qui est en source en 1935. Mais le premier film qu'il a réalisé, là, c'est Old Dark House, en 1932. Donc, c'est un cinéaste qu'on va associer un peu à quand même un classique de l'horreur. Puis, James Whale, c'est un réalisateur qui s'affiche comme étant gay, mais dans les années 30, là, à Hollywood. Déjà là, c'est intéressant parce que il ose, je pense, prendre une posture de s'assumer et de s'afficher. Puis, au niveau, je dirais, de son œuvre, il s'intéresse un peu il met souvent des personnages qui sont un peu atypiques. Là. Puis, encore une fois, on ne peut pas parler, mettons, dans le Bride of Frankenstein, la fiancée de Frankenstein, dans un texte qui est franchement, je dirais, gay. Mais il y a des allusions qui sont intéressantes. Par exemple, dans la scène du film, à un moment donné, si les gens l'ont vu, là,
Le docteur Frankenstein, bon, c'est sa nuit de noces. Puis le docteur Pretorius vient cogner à sa porte en disant venez avec moi créer la vie dans le laboratoire. Fait que, tu sais, il y a un peu l'idée, là, en fait, de deux hommes qui s'en vont créer la vie dans un laboratoire. Fait que c'est comme une allusion un peu humoristique, puis on l'interrompt en plein dans sa nuit de noces. Fait que James Whale, je pense qu'on peut y voir un peu comme... il s'est amusé aussi à donner un petit angle, là, je dirais, un peu différent là, à ses personnages. Fait que c'est quand même un cinéaste, je dirais, encore une fois, qu'on va mettre dans l'horreur comme marquant, bon, non seulement pour son film, mais aussi parce que il y a eu, comme je dirais, le courage aussi de s'afficher. Par contre, je dirais en termes de vie, bon, ben écoute, il va mourir, il va se suicider à 67 ans. Je ne sais pas si ça a été un peu le backlash aussi d'Hollywood, là, parce qu'encore une fois, Hollywood... Est-ce que ça l'est fait reprocher à cette époque-là? Ben, encore une fois, c'était pas nécessairement quelque chose qui était bien vu, puis le fait, encore une fois, de s'afficher, je pense que ça a probablement fermé beaucoup de portes aussi, là, à un moment donné. Fait que c'est malheureux en ce sens-là. Fait que, tu sais, ça, c'est le premier film, comme je te dis, je me suis intéressé parce qu'on a quand même je dirais des allusions, ou en tout cas, on n'est pas dans le niveau symbolique, mais quand même des références qui sont intéressantes, là. Mais habituellement, la plupart des gens vont s'entendre que la première, appelons ça scène, là, qu'on pourrait qualifier d'un homo-érotique, là, serait Dracula's Daughter, 1936, où bon, c'est la fille de Dracula. Puis la comtesse, en fait, va séduire à la fois les hommes puis les femmes. Puis il y a une scène, en fait, vraiment, je dirais, là, particulière, où on voit vraiment comme une scène de séduction de la comtesse vis-à-vis une autre femme. Puis, encore une fois, c'est intéressant parce qu'on voyait quand même qu'on était capable d'aller chercher, d'aller pousser un petit peu la limite sans nécessairement... On revient au bon vieux code, que le code se braque, là. Fait que probablement que dans l'imaginaire, ça... Encore une fois, puis ça, c'est un autre truc, comment... on le regarde avec notre lunette d'aujourd'hui aussi, puis nos références d'aujourd'hui. Dans les années 30, bon, les références sont ailleurs. Fait que ça a probablement des scènes qui passaient quand même, je dirais, sans trop de difficultés, là. OK. Fait que ça, c'est un élément. Puis, ce qui va nous amener aussi, on pourrait parler là, du roman Carmilla, là, qui est, c'est 1851, je pense, ma mémoire est bonne, où le personnage principal du vampire est lesbienne. Fait que, je te dirais que le vampirisme et l'homosexualité ont souvent aussi flirté ensemble, là, dans la littérature, mais aussi au cinéma, là. Au niveau de la Hammer, bon, ils vont aussi récupérer là, je dirais tout l'imaginaire du vampire puis du lesbianisme, l'homosexualité. On va y revenir un petit peu tantôt, là. Avant, je voudrais peut-être aussi regarder, bon, on parle un peu on est dans la période des années 30, années 50. Je pense que le premier film aussi qui a comme brisé un tabou en 1960, c'est Psychose, Psycho, là. Oui, le lien avec la mère, avec se travestir. Mm-hmm. Ben, en fait, oui, c'est important parce que, je dirais, c'est quand même un film qui est marquant. Puis, Psychose, c'était quand même un film qui était quand même assez à contre-courant. On est en noir et blanc à l'époque où c'est passé de mode, là. Hitchcock avait déjà fait des films en couleur bien avant ça. Le héros, en fait... il y a une relation aussi particulière aux femmes. Il semble attaché à l'actrice, le personnage principal. Mais en même temps, à un moment donné, on sent un malaise et effectivement, là, il prend les vêtements de sa mère puis même son identité. Fait que c'était dans les premières fois quand même qu'on pouvait voir là, avec un studio majeur. Là, vraiment, c'est une adaptation d'un roman. Fait que j'imagine que la littérature a eu, comme tu en parlais tantôt avec Carmilla, la littérature a eu une influence aussi, là, où c'était peut-être plus... il était peut-être plus libre d'écrire parce qu'on le voyait pas, je sais pas. Oui, ça je pense que oui, parce que le roman n'a jamais été, à ma connaissance, assujetti à un code. La bande dessinée, on a eu ça, le cinéma, mais le roman a toujours été beaucoup plus libre de faire un peu ce qu'il voulait là, à ce niveau-là. Fait que, ouais, effectivement. Mais en même temps, là, je parle de Psychose, c'est pas nécessairement le premier film qui va porter, là, on est dans l'horreur, mais qui va porter vraiment sur, je dirais, le travestisme, parce que, bon, je pense que tu connais Ed Wood. Oui. Qui était bon. Line 9 from Outer Space. Exactement. Tu sais, qu'on va souvent considérer comme le plus mauvais cinéaste là, de l'histoire du cinéma. Mais Ed Wood, personnellement, portait aussi des vêtements féminins à l'occasion. Là. Puis même, il s'est souvent vanté là, parce qu'il était bon, il a fait la guerre, puis qu'il
il portait au front des vêtements féminins, des sous-vêtements féminins. Là. OK. Puis il a réalisé un film, en fait, qui s'appelait Glenn or Glenda. Qui en fait, c'est un psychiatre qui raconte là, deux patients là, qu'il a, dont un travesti. Fait que, tu sais, Psychose n'a pas nécessairement été le premier film à en parler, mais tu sais, dans le canon de l'horreur, c'est le plus marquant. C'est le plus marquant, puis dans l'horreur, c'est le premier. Là. Objectivement, c'est des films dont la qualité est assez discutable. Là. Oui. Même plate, là. Tout à fait. Honnête, là. Puis même, tu sais, j'ai découvert récemment qu'il y a eu aussi une carrière littéraire, Ed Wood. OK. Fait qu'il y a aussi eu écrit des romans, mais tu sais, si c'était pas de Tim Burton, on n'en parlerait probablement plus aujourd'hui. Quoique Plan 9 from Outer Space, c'est quand même un film à voir. Là. Une fois, là, parce que c'était plate en s'il vous plaît. Fait que, tu sais, je dirais maintenant, peut-être un peu au niveau là, de la vague des films de vampires lesbiennes. Là. Ça a été là, dans les années 70. Ouais, 60-70, beaucoup. Ouais, ça a été. Écoute, puis là, le Hammer là, en a fait plusieurs dans le même type. Le Vampires Lovers en 70, Twin of Evil en 71, Lust for a Vampire en 71. Puis un film intéressant, là, je ne sais pas si tu l'as vu, Dr. Jekyll and Sister Hyde. Non, je connais pas. Les autres, je les connaissais, mais lui, non. Lui, c'est intéressant parce qu'en fait, on est dans le bon Dr. Jekyll, Mr. Hyde, mais en fait, au lieu c'est le passage de l'homme à la femme. Donc, le Dr. Jekyll devient une femme. Ah, OK. Puis, fait que même au niveau des relations, là, c'est intéressant là, parce que, bon, il y a un personnage qui tombe en amour avec la femme, mais en fait, là, c'est un homme. Fait que la Hammer, tu sais, je dirais, pour les années 70, ça a quand même, bon, tu sais, planché beaucoup là, sur l'érotisme, mais tu sais, très inspiré du cinéma italien, entre autres. Hein? Oui, tout à fait, là. Mais l'érotisme aussi, il faut considérer là, que l'anglais est quand même assez serré. Là. Les Anglais sont pas connus pour, au cinéma, être très exubérants. Fait que, quand on parle de films érotiques, Hammer, c'est très, très soft. Là. Oui, absolument. Oui. Je dirais, il y a un peu de nudité, puis on a pas mal fait le tour. On a pas mal fait le tour. Fait que, il y a quand même eu cette vague-là qui va avoir aussi comme avoir son pendant en France, par exemple, avec Jean Rollin. Jean Rollin, c'est un cinéaste français, qui a fait pratiquement sa carrière sur les films de vampires lesbiennes. Ouais. Quand on parlait d'ambiance de rêve, là, on est vraiment là-dedans. L'onirisme tout le temps. Ah, toujours. Puis même si on pourrait donner l'impression là, que son cinéma vise beaucoup sur l'érotisme et tout ça. Mais c'est comme un érotisme qui n'est pas nécessairement fait dans le but, à mon avis, là, d'avoir de faire de l'argent ou d'en s'en servir pour aller chercher des gens pour les amener dans les salles de cinéma, mais je pense que c'est vraiment une préoccupation esthétique. On est beaucoup plus dans la poésie en images, même si, comme je vous dis, là, on arrive en se disant écoutez, on écoute un bon film de vampire classique. Je pense pas qu'il faut appréhender Jean Rollin dans cette optique-là, mais on peut pas parler de films de vampires lesbiennes sans parler de Jean Rollin. C'est un incontournable. Veut pas, les premiers romans, parce qu'en fait, les trois premiers romans, c'est Varney le vampire, Carmilla puis Dracula, ont comme planté un peu à quelque part, je pense, la conception du vampire. Puis après ça, les premiers films vont s'inspirer de ça, puis les autres films vont suivre un peu la tradition. Fait que je pense que très tôt, on a campé un peu. Il y a une sensualité, entre autres, je me rappelle de Dracula, là, il y a une sensualité latente qui est là du début à la fin, mais qu'on a associée aussi là, à la diversité sexuelle. Oui, si on continue, tu parlais de films européens, là on irait dans le giallo. Dans le giallo aussi, il y a eu, je dirais, presque une période, la scène obligatoire de lesbienne. Je dirais, c'était. Sauf que je trouve ça intéressant des fois de le regarder aussi comme d'un angle différent, au sens où je trouve que de façon générale, les personnages homosexuels, entre autres dans les giallo, n'étaient pas nécessairement caricaturaux. Ça n'avait pas tendance à camper le personnage dans une caricature. Puis, par exemple, moi, un exemple que j'aime bien donner, là, Dario Argento, dans ses films, a souvent eu des personnages homosexuels, puis il l'a souvent dit. Ce qu'il aimait, c'est dans ses films, c'est mettre des gens un peu comme qui étaient comme des outsiders, puis leur donner un peu comme une place. T'sais. Puis quand on regarde les films d'Argento, là, les homosexuels dans ces films, c'est toujours des personnages attachants, c'est des beaux personnages. T'sais, je trouve que le giallo a réussi quand même à traiter un peu, en tout cas, cette diversité-là avec quand même une certaine
Y a-tu, là, je veux pas être mal cité, là, mais des fois, tu sais, on parle beaucoup, entre autres, de lesbiennes, comme si, parce que la majorité des films sont souvent réalisés par des hommes, comme si c'était un vieux fantasme pervers masculin. Mais est-ce qu'on voit aussi des scènes d'homosexualité entre hommes dans ces années-là? Ben, dans Argento, entre autres, on va avoir ça. Là, dans l'Oiseau plume de cristal, en fait, là, on va avoir aussi, puis dans Cat to Nantel, Four Fly Under Velvet, on va avoir même Profondo Rosso, même si c'est pas dans le temps, c'est pas des scènes qui sont excessivement longues, mais dans Profondo Rosso, on a l'ami du personnage principal, puis il se rend compte que finalement, là, son ami est homosexuel, puis il rencontre comme son amant, mais qui est comme aussi très androgyne. Là. Okay. Puis c'est une belle scène humaine là, où on voit un amour vraiment entre les deux gars. Honnêtement, c'est des scènes avec une certaine maturité à une époque où c'était encore très, très caricatural. Là. On est pas loin de la cage aux folles à un moment donné. Là. Puis après ça, écoute, là, je dirais rapidement là, avec quand même un film là, que les grands studios ont produit, le Rocky Horror Picture Show. Oui, qui a été mythique là, encore aujourd'hui. Là. Je dirais qu'il y a, appelons ça de même, une esthétique gay quand même assez importante. C'est intéressant parce que, encore une fois, là, on n'est pas dans le cinéma underground. C'est un grand film qui a été vu. Il y a des salles de cinéma. Et revu, là, d'année en année. Là, c'est un classique. Il faut aller le voir en salle une fois là, avec les gens qui disent les répliques et qui lancent les affaires. C'est intéressant aussi, ça. Ça a créé un phénomène. Il y a peu de films, à mon avis, là, qui ont cette espèce de relation publique. Là. Je pense que c'est unique. Là. Moi, j'en vois pas d'autres. Fait que ça rend ce film-là quand même assez particulier. Puis là, j'irais maintenant dans les années 80. Une question avant. Oui, vas-y. Une fois que le code est tombé aux États-Unis, est-ce que les Américains se sont mis à faire un cinéma plus sensible à diversité sexuelle? Le code, là, va avoir une période où il va s'amoindrir, là, dans les années 50 jusqu'à les années 60. Après ça, là, on tombe dans les années 60, puis années 70, où on tombe avec la liberté, la libération sexuelle, puis les révolutions, tout ça. Fait que oui, mais tu sais, j'aurais tendance à dire que ce qu'on va dépeindre à l'écran est quand même un peu stéréotypé. Là, mais en même temps, moins on voit de diversité, plus on a tendance à la stéréotyper là, parce qu'en fait, on la voit pas. Oui, c'est ça. Fait que, je pense qu'il y a eu l'ouverture plutôt sur la sexualité en général. Années 60-70, c'est là qu'on commence à avoir des gens qui n'ont pas le collet jusqu'ici. Là, fait que, puis après ça, c'est ça. Rapidement, comme je dis, l'homosexualité va faire partie quand même, ponctuellement, partie des films, mais soyons francs, quand même, c'est un modèle quand même assez, comme je disais, stéréotypé. Là. Ça nous prend une scène de lesbienne, check. On a quand même l'impression qu'on répondait à une formule. Là, OK. Puis dans les années 80, là, la donne va changer un peu parce que, je dirais qu'il y a une tolérance qu'on sent émerger, mais là, il arrive aussi le sida. Là. Puis, dans les années 80, on va faire une adéquation là, sida-homosexualité. Puis là, on sent comme un mouvement de recul. Là. Je pense que l'avancée qu'on commençait à sentir dans les années 70 commence à se freiner assez drastiquement dans les années 80. Puis, on commence même à flirter avec l'intolérance là, dans les années 80. Fait que, on voit encore une fois que les films ont de la misère à pouvoir, je dirais, avoir une certaine comme liberté. On va être encore, je dirais, à la limite dans les films qu'on pourrait qualifier quasiment un peu, là, où on va avoir que des éléments, mais pas franchement. Mais tu sais, je vais y aller avec le classique, là, Sleepaway Camp, qui est dans la vague des films de Vendredi 13, là, qui est un slasher. Puis, en fait, là, écoutez, si vous ne l'avez pas vu, désolé, je vous vends le punch, là, mais on apprend, finalement, la Angela qu'on suit, qui est la petite fille qu'on voit tout le long du film, on découvre que finalement, c'est un homme, à la fin. Donc, c'est un personnage là, qu'on pourrait dire, ou en tout cas dans l'horreur qui... Ouais. Il y a Dress to Kill aussi, mais là, je ne sais plus les années. Là, parce qu'on a un peu le même punch. Là. Oui. Mais tu sais, en fait, Dress to Kill, c'est comme le pendant un peu des grands studios parce que Sleepaway Camp, c'est quand même un film là, plus indépendant. Là. Mais le film, à mon avis, là, qu'il faut vraiment là, comme plus s'arrêter, là, c'est Freddy 2, en fait. Là. OK, pourquoi? En fait, écoute, ça, c'est intéressant. Là. Il y a un documentaire. En fait, l'acteur principal, Mark Patton,
bon, sa carrière commence à lever, puis bon, fait Vendredi 13, Freddy 2, puis ça a été un film, là, ben, en fait, après ça, sa carrière a carrément stoppé, là, parce que, en fait, on disait, entre autres, là, qu'il bon, il était homosexuel, mais que clairement, il ne pouvait pas jouer straight, il ne pouvait pas jouer un personnage, là, que ça transparaissait trop. Puis ça, il va prendre ça, puis il a produit un documentaire aussi, là, récemment, là, qui est vraiment excellent. Là. Sérieusement, c'est vraiment à voir, là, c'est Scream Queen, où il raconte un peu tout le reste de sa vie après là, Freddy 2. Fait que je dirais que ce documentaire-là t'amène aussi à te rendre compte que Freddy 2, c'est devenu un peu un film porte-étendard de la communauté là, LGBT parce que bon, tu sais, je dirais, écoute, il y a comme deux vies ce film-là. Moi, je me rappelle entre autres là, bon, l'avoir vu dans les années 80, puis je trouvais qu'il y avait comme, appelons ça, des éléments comme particuliers, mais j'ai pas nécessairement fait la référence à l'homosexualité. Mais quand on voit Scream Queen, puis on comprend aussi, bon, certains éléments, on finit par le voir un peu d'un autre angle. Puis l'autre façon de le voir, en fait, ça commence un peu avec l'idée que le réalisateur, bon, comme je dis, on est dans les années 80, on a la peur du sida, décide que Freddy, en fait, pourrait représenter l'homosexualité. C'est comme la nouvelle crainte, et si je découvrais que j'étais gay? Ah, OK. Puis, en fait, ça se voulait un film un peu homophobique. Mais... ça a provoqué l'inverse. Ça a provoqué un peu l'inverse parce qu'en fait, bon, le personnage principal, clairement, tu sais, je dirais, réussit pas nécessairement à jouer, tu sais, un franc hétérosexuel, mais en fait, ça en fait un personnage hyper attachant. Puis, il y a une relation aussi, bon, il se fait une amie à un moment donné. Puis on sent aussi que la chimie entre l'acteur et l'actrice est moyen. Puis, tu sais, il y a toutes sortes de tentatives un peu, je dirais, presque ridicules. À la fin, en fait, tu sais, c'est la fille qui va sauver Jess, le personnage principal, en lui donnant un baiser. Comme si elle le sauvait un peu. Elle lui redonnait son pouvoir d'hétérosexualité. Il y a des scènes un peu bizarres, entre autres, là, par exemple, où bon, Jess se réveille d'un cauchemar, puis dans un bar gay avec des gens en calotte de cuir. Mais tu sais, on n'avait pas ce genre d'image-là dans les années 80. Il y a une scène, entre autres, où, bon, justement, un des personnages est nu dans une douche puis se fait claquer les fesses par une serviette là, invisible. Là. Fait que, il y a comme beaucoup une esthétique, je dirais, comme gay, mais tu sais, si on nous le pointe pas, moi j'avoue, là, au début, je l'ai pas vu, mais à partir du moment où on voit un peu comme le thème de l'homosexualité dans le film, ça devient extrêmement intéressant de voir comme les allusions, les sous-entendus, puis en voyant encore une fois le documentaire, le réalisateur lui s'est toujours défendu en disant que ça n'a jamais fait partie de son intention. Mais en fait, là, je dirais encore une fois, là, si on prenait les films là, que la communauté là, LGBT s'est approprié, ça, c'en est un à voir. Là. Okay. Mais faut le voir maintenant avec cette optique-là. Ouais. Puis là, il devient encore plus intéressant, en fait. Là. Fait qu'il y a aussi Fright Night que tu voulais me parler? Oui, ben écoute, Fright Night, là... quel bon film. C'est probablement un des grands films là, des années 80. Là, puis bon, c'est un film super intéressant, entre autres, là, pour le personnage principal là, le vampire, là, Jared Andridge. Parce que Jared Andridge, comparativement, par exemple, à Dracula, là, où les vampires, comme typiquement masculins, vont avoir toujours des victimes féminines, Jared Andridge, en fait, ce qui le rend particulier, c'est qu'il va autant, je dirais, aller vers les hommes que les femmes. Puis même, tu sais, il va vivre avec un homme. En fait, son garde du corps est un homme. Fait que c'est comme, à mon avis, le Fright Night, le premier film où on va avoir, je dirais, comme le vampire aussi, qui est comme un peu plus dans l'homosexualité ou dans la bisexualité, ou peu importe comment on va appeler ça, qui sort du modèle un peu, je dirais, du vampire hétérosexuel séducteur. Là. OK. Puis, ce film-là, qui va avoir été quand même un grand succès, va paver aussi, je dirais, un peu, ou vous donner le ton, en fait, pour d'autres films, comme par exemple Lost Boy. Oui. Où on a des personnages un peu plus androgynes. On a même, tu sais, il y a des scènes un peu des fois où on se dit, OK, tu sais, il y a un jeune là-dedans qui a un poster d'un gars en chess, puis il y a comme des petites références qui sont comme, je dirais pas déstabilisantes, mais qui donnent un ton un peu qui sortent un peu du modèle, comme on dit, hétérosexuel. Puis bon,
sais, là, on parle de genre, mais on pourrait aller aussi, tu sais, par exemple, dans Hellraiser, où on a carrément une esthétique sadomaso. Oui, absolument. Qui était complètement aussi nouveau. Là. On ne voyait pas nécessairement ça avant les années 80. Là, fait que l'horreur a toujours eu, je dirais, une certaine tolérance aussi à explorer d'autres avenues. Fait qu'en ce sens-là, je pense que ça a été aussi une belle plateforme pour, je dirais, pousser, sortir du modèle, là, je dirais, standard là, d'hétérosexualité. Fait que je pense que c'est intéressant de voir l'époque là, des années 1930 à 80, un peu à travers ces tentatives-là, qui étaient quand même des façons un peu de s'exprimer dans un cadre qui était quand même assez limitatif. Hey, merci, Jimmy. Super intéressant. Puis j'imagine en plus qu'aujourd'hui, ben là, c'est beaucoup plus accepté et tant mieux. Fait que j'imagine qu'au niveau du cinéma, il y en a davantage. Mais c'est intéressant de voir en fait les prémices de tout ça. Merci beaucoup pour ça. Merci à vous d'avoir été là. Et nous, on se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle édition de Vidéo Terreur. Bonne semaine! On jase, là. La MRC de Maria-Chapdelaine regorge de personnes incroyables qui ont façonné nos vies, notre culture et notre territoire. Voici de longues entrevues intimistes menées par Pierre Turcotte avec quelques-uns de nos joyaux qui nous parlent de leur parcours et de leur réalisation. T'aimes ça avoir peur? T'aimes ça le cinéma? T'as écouté les 2 premières saisons de Vidéo Terreur où tu nous as pogné en podcast sur toute bonne plateforme de podcast? Eh bien, l'attente est terminée. Vidéo Terreur saison 3, ça s'en vient. Ici, on travaille en français. Moi, je travaille en français. Moi, je travaille en français. Moi, je travaille en français.